Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Je ne vois pas votre écran, Madame Mine. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, donc je vais partage écran. On a un problème d'affichage. Voilà. Là, vous réouvrez le PowerPoint et on sera tout bon. Nickel, en mode diapo. Voilà, super. Donc, comme on va pouvoir le voir sur la slide suivante, l'Argus de l'assurance formation, ce sont plus de 150 programmes et 400 sessions de formation chaque année. Des sessions que nous déroulons en présentiel ou à distance avec des formats e-learning, classe virtuelle ou encore blended learning, qui est un mix entre classe virtuelle et présentielle. Et puis, c'est un catalogue de formation. Le 2025 est désormais disponible que vous pouvez télécharger au format digital. Je vous mettrai le lien pour le télécharger dans le chat. Donc, si on passe sur la slide d'après, un catalogue, donc je le disais, avec différentes thématiques sur tout ce qui est conformité, réglementation, digital, data science, assurance de personnes, assurance dommages, et puis marché et distribution. Et sur la thématique qui va nous intéresser ce matin, je vous ai mis sur la slide qui suit la formation sur l'assurance loyer impayé et tout ce qui est garantie de loyer impayé, donc GLI, une formation donc pour cerner et valoriser l'assurance GLI auprès des clients. Et c'est justement sa formatrice, Marie-Noëlle Mine, qui est avec nous ce matin, je l'en remercie. Marie-Noëlle possède une expérience de plus de 30 ans dans un groupe d'assurance au sein de la direction des sinistres. Elle a occupé des fonctions de responsable IRD, de responsable des régions sinistres et de directeur opérationnel dans l'assurance et l'assistance. Et donc, elle intervient à nos côtés sur un certain nombre de sujets que vous pouvez voir à l'écran. Donc, encore à elle, un grand merci d'être avec nous ce matin pour aborder cette thématique de l'assurance loyer impayé. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions grâce aux petits points d'interrogation que vous devez avoir dans le menu GoToWebinar à votre écran et je les lui relayerai à l'issue de son intervention. Très bon webinaire à tous. Rendez-vous tout à l'heure pour les questions. Madame Mine, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci à vous, Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme l'indiquait Laurence, nous allons parler du contrat de garantie des loyers impayés. Alors, on entend beaucoup parler de ce contrat. Il n'est pas toujours très bien connu, très bien maîtrisé. Alors, je ne dis pas par vous, hein, pas très bien maîtrisé en tout cas par les bailleurs qui n'ont pas toujours la perception de l'intérêt d'avoir ce type de contrat. Moi, je me dis que très souvent, quand on vend un contrat de PNO, de propriétaire non occupant, on devrait systématiquement poser des questions et penser à adosser ce contrat de garantie des loyers impayés, parce que c'est vrai que les propriétaires, et notamment les propriétaires particuliers, peuvent se retrouver certaines fois dans des situations financières extrêmement compliquées du fait d'un locataire notamment défaillant. Alors, sur le constat, je vais reprendre quelques chiffres. Alors, j'ai récupéré les chiffres dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, normalement, ils sont exacts. En 2024, on nous disait que la part des ménages locataires représentait 12,6 millions de personnes. Donc, ça représente quand même 40% de la population. Sur ces 12,6 millions, on a 7,1 millions de ménages qui sont logés dans le parc locatif privé et 5,5 millions qui sont dans le parc social ou celui des collectivités locales. Dans le constat, malheureusement, les choses, on va dire, ne s'améliorent pas. Sur Paris et la région parisienne, les impayés ont augmenté de 60% entre l'année 2022 et l'année 2023. Donc, on est passé de 71 000 à 126 000 situations d'impayés. Et sur le reste de la France, l'augmentation est un peu moins importante, mais c'est quand même 30%, donc ce qui est quand même pas négligeable. Donc, ce qui veut dire que ces situations d'impayés qui sont récurrentes maintenant depuis de très, très nombreuses années, la situation fait que, d'une façon générale, ça ne fait que s'amplifier. En tout cas, ça
ça se maintient, malheureusement, je serais tenté de dire au beau fixe, pas pour les bailleurs, hein, mais c'est vrai que c'est une situation qui est extrêmement compliquée quand un bailleur est confronté à ça. La dette locative, bien évidemment, c'est ce qui va généralement faire réagir un bailleur et c'est ce qui va être la principale cause du risque d'expulsion. On a quand même constaté une hausse de 150% en 20 ans de cette dette locative et notamment des risques d'expulsion. J'ai repris, alors là, c'est les sources du ministère de la Justice entre l'année 2019 et l'année 2023. Alors pour l'année 2023, on constate pour le moment qu'on a des chiffres qui sont provisoires. On a quelque chose qui est intéressant. Le nombre d'assignations à comparaître qui ont pu être délivrées donc par des bailleurs, ou en tout cas la demande de bailleurs. On voit effectivement qu'on a un nombre, alors sur l'année 2019, 146 786, 2020, 114, 2021, 121 000, 121 000, 129 000 en 2022, 135 000 en 2023. Donc on voit une augmentation quand même conséquente entre 2021 et 2023 sur 2 années. Le nombre d'expulsions fermes qui ont été prononcées, ça aussi c'est intéressant. Alors le nombre en lui-même, oui, mais c'est surtout le pourcentage des expulsions fermes prononcées par rapport au nombre d'assignations à comparaître. En moyenne, hein, si on regarde sur les 5 dernières années, on est en moyenne sur 60%, c'est-à-dire que par rapport au nombre d'assignations qui ont été délivrées, il y a 60% de décisions dans lesquelles l'expulsion ferme a été prononcée. Donc ça veut dire des situations vraiment d'impayés qui justifient de faire sortir le locataire des locaux et d'entraîner derrière, bien évidemment, tout un tas de frais qu'on va voir et qui, grâce à la garantie des loyers impayés, peut être prise en charge à travers le contrat. Le constat, bien évidemment, mais ça vous le savez, un propriétaire, quel qu'il soit, qui loue une maison, un appartement, s'expose à certains risques. Alors on a la dégradation, les dégradations du bien, alors de façon plus ou moins importante, il peut récupérer son bien avec une pièce endommagée, voire 2 pièces, voire la totalité de l'appartement qui peut être endommagé. Les défauts de paiement, qui sont la situation, on va dire, la plus compliquée, et bien évidemment, derrière tout ça, on a cette procédure judiciaire d'expulsion qu'il va falloir engager, qui représente du temps. Une procédure d'expulsion, ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, sachant que vous savez, on a en plus cette période de trêve hivernale qui va interdire d'exécuter la décision. Et on a un propriétaire, quand il est seul face à cette situation, qui se retrouve un peu, voire beaucoup démuni, avec des engagements, bien évidemment, de frais supplémentaires, alors que parallèlement, déjà, il ne perçoit plus les loyers, et il se retrouve avec des frais engagés. Et c'est pour ça que j'ai mis cette situation peut mettre en péril ses finances. La solution, effectivement, pour le bailleur, c'est de souscrire une assurance de loyer impayé. Alors, on a d'autres dispositifs qui peuvent protéger le bailleur. On a bien évidemment la possibilité le bailleur a la possibilité de demander à son locataire une caution solidaire. Ça fait partie des dispositifs qui existent depuis des années, qui peut fonctionner. Alors, quand la caution solidaire est une personne, bon, ça peut toujours être à risque parce qu'elle-même peut rencontrer des difficultés financières. Donc, on n'est pas certain le jour où on va aller rechercher la caution solidaire qu'elle soit toujours en capacité de se substituer au locataire. Ça, c'est un peu la problématique. Sauf si, bien évidemment, la caution solidaire n'est pas une personne, si c'est une institution en particulier, ou si on a aujourd'hui, on a des contrats aussi de caution solidaire qui existent, voilà. Donc, pourquoi pas. On a également un autre dispositif qui est le dispositif Visal, donc qui est porté par Action Logement, qui a remplacé ce qu'on appelait la GRL et ensuite on avait eu la GUL. Donc c'était 2 dispositifs qui n'ont pas vraiment fonctionné. Le dispositif Visal semble mieux fonctionner que ses prédécesseurs. Par contre, on a effectivement des conditions qui sont requises pour pouvoir en bénéficier. Donc on a des conditions d'âge, on a des conditions qui sont liées à l'activité professionnelle du locataire. On a des conditions également qui sont liées à son salaire. Le salaire doit être inférieur ou égal à 1 500 €. Voilà, il y a quelques obligations diverses et variées. On a ensuite également, pour ce dispositif Visal, l'obligation que le loyer soit inférieur ou égal à 1 500 € sur la région Île-de-France et à 1 300 € dans les autres régions, dont notamment les départements, régions et collectivités d'outre-mer. Et on a par contre des limites de garantie qui ne sont pas inintéressantes, puisque cette garantie Visal prévoit la prise en charge de 36 mois de loyer impayé, donc ça représente 3 ans, donc c'est plutôt bien.
Et on a par contre sur la dégradation, les dégradations locatives, c'est dans la limite de 2 mois de loyer et charges, donc pour les logements du parc privé. Et cette garantie, bien évidemment, elle est gratuite. Mais encore faut-il que la situation du propriétaire et ou la situation en tout cas de son locataire rentre bien dans les dispositions de ces dispositifs. Donc ce qui n'est pas certain. Et c'est vrai que je serais tenté de dire le plus simple et les contrats les mieux adaptés aujourd'hui, c'est les contrats de garantie loyer. Donc, ce fameux contrat de loyers impayés, parlons-en. Donc, déjà, les avantages du contrat. Donc, le propriétaire est couvert en cas de loyer et de charges impayées. Donc, effectivement, c'est l'assureur qui va se substituer en gros au locataire en prenant en charge les loyers qui n'ont pas été réglés. Peu importe le motif du locataire, quel que soit son motif de non-paiement, peu importe, on ne va pas rechercher les motifs pour lesquels il ne règle pas, on constate uniquement l'absence de règlement. La garantie GLI couvre également l'ensemble des frais de procédure. Alors, je reprends. Elle couvre, excusez-moi, les frais de procédure, je ne vais pas dire l'ensemble, parce que selon les contrats, les garanties peuvent être limitées. Donc, elle couvre en tout cas les frais de procédure dans son principe, hein, les frais de recouvrement et également, j'ai mis parfois les frais d'expulsion. Tous les contrats ne vont pas jusqu'à la prise en charge des frais d'expulsion. La plupart le font, certains non. Elle offre également, le contrat offre également une protection contre les détériorations, ce qu'on appelle détérioration ou dégradation dans le bien. On verra bien évidemment cette garantie un petit peu plus dans le détail. Le coût de la GLI est déductible à 100% des revenus fonciers, donc ça c'est un argument de vente qui est quand même intéressant pour le bailleur. Et l'assureur indemnise normalement le propriétaire dès le premier mois de loyer impayé, sauf dans les cas où le contrat, alors ils sont très rares, hein, mais il y a encore quelques contrats de GLI. Moi, j'en ai vu un dernièrement où on avait un délai de carence de 2 mois. Donc, ça veut dire que les deux premiers mois d'impayés n'étaient pas pris en charge par l'assureur. Mais je le rappelle, ils sont encore très rares. On a aussi des contrats, on verra, dans lesquels il peut y avoir des franchises. Mais d'une façon générale, les avantages sont certains. C'est un confort pour le bailleur, c'est une tranquillité d'esprit. C'est pas parce qu'à la souscription du bail de location, on a en face de soi un locataire qui paraît représenter toutes les bonnes garanties et être en capacité de régler son loyer. Il peut avoir, hein, contre son gré malheureusement, des accidents de la vie qui vont faire qu'à un moment, il ne pourra plus faire face au règlement de ses loyers. Et au moins, pour le bailleur, il a au moins cette tranquillité et la certitude que ses finances ne seront pas mises à mal, sachant qu'on a aussi quelques bailleurs qui, à partir du moment où ils sont privés du loyer, ils vont avoir des difficultés à rembourser peut-être le prêt qu'ils avaient souscrit pour faire l'acquisition de ce bien. Donc voilà, des situations, et cette prise de conscience n'est pas toujours évidente. Donc c'est vrai que ça demande effectivement un accompagnement du bailleur pour lui expliquer toutes les situations malheureusement qui peuvent se présenter en cours de vie du contrat de bail et les difficultés auxquelles son locataire peut être confronté. Le cadre du contrat, donc bien évidemment, la garantie a un coût financier, je serais tenté de dire comme tous les contrats d'assurance, hein, et c'est normal. L'assureur, il offre des garanties, donc en contrepartie, bien évidemment, il va encaisser une prime ou une cotisation. Correspondant, dans la garantie des loyers impayés, c'est basé sur un pourcentage des loyers mensuels perçus, charges comprises. Alors, le montant de la cotisation est de 1 à 5% en général hein, du montant des loyers mensuels, charges comprises. Le coût peut être augmenté parce que le bailleur fait choix également d'options supplémentaires. On verra les options qui peuvent être proposées à travers les contrats GLI. Donc, le coût va augmenter du fait de ces options qui vont représenter une surprime. Quand on souscrit un contrat de garantie de loyer impayé, il faut le savoir, mais ça, je pense que vous le savez, on ne peut pas faire appel à un garant, hein, c'est GLI ou garant. Les deux ne sont pas cumulables. Le logement garanti doit être l'habitation principale du locataire. La garantie loyer impayé est valable pour les locaux à usage d'habitation. D'une façon générale, ces contrats ne sont valables que pour les locaux à usage d'habitation, que ce soit une maison ou un appartement. D'ailleurs, on exclut de la plupart des contrats les locaux commerciaux. Alors, tous les locaux commerciaux sont exclus. Les logements de fonction sont exclus également des contrats. Les résidences secondaires, oui, mais pas pour tous les assureurs. Il y a des assureurs qui font également de la GLI sur des résidences secondaires que le bailleur donnerait en location. Et on exclut également les locations saisonnières avec, on commence à voir quelques assureurs qui font également de la GLI sur les locations saisonnières. Bon, après, c'est des choix. Hein.
de politique dans chaque compagnie d'assurance, c'est très bien que les contrats soient diversifiés, qu'il y ait différentes propositions. Moi, je trouve ça plutôt bien. Le montant du loyer garanti, les assureurs fixent toujours un loyer maximum qu'ils vont accepter d'assurer. Donc aujourd'hui, j'ai comparé un peu, j'ai regardé ce qu'on retrouve sur le marché. Généralement, on est sur des loyers entre 2 500 à 4 000 euros, un maximum. C'est le maximum, un garanti. Au-delà de 4 000, on a un petit peu moins d'assureurs sur le marché. Il y en a quelques-uns, mais ils sont, on va dire, à la marge. Le locataire, par contre, va devoir répondre, et ça va être ça l'élément important au moment de la souscription du contrat, puisqu'il va devoir répondre à des critères d'éligibilité. Ces critères d'éligibilité sont constitués essentiellement par ses revenus mensuels. Alors, il n'y a pas que ses revenus, il y a également ses revenus, pas que son salaire. S'il est salarié, il peut avoir également des revenus mobiliers, il peut percevoir des rentes, des choses, etc. Donc, on globalise bien évidemment l'ensemble des revenus qu'il peut avoir. On attend de lui qu'il ait un ratio loyer-salaire net maximum. En moyenne, ça doit représenter 2,5 fois le loyer charges comprises, et j'ai mis en moyenne parce qu'aujourd'hui, on constate que dans les attentes des assureurs, et notamment ce qu'on appelle le taux d'effort, c'est-à-dire la capacité d'un locataire à pouvoir régler ses loyers, le taux d'effort, il est entre 30, il est de l'ordre de 30% pour certains, 33% pour d'autres, jusqu'à 35%. J'ai mis effectivement, selon les assureurs, les exigences vont être plus ou moins importantes. C'est la possibilité et la capacité, bien évidemment, de se garantir qu'on a déjà, dès la souscription du loyer, un locataire qui a quand même une capacité financière suffisante pour supporter, bien évidemment, le loyer et les charges qui sont comprises, qui payent tous les mois. La structure des contrats GLI du marché. Alors, j'ai essayé de trouver vraiment, dans les couvertures des contrats qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, qu'est-ce qu'il y avait comme garantie de base. C'est-à-dire, à partir du moment où un bailleur va nous souscrire un contrat GLI, il est certain, globalement, d'avoir ses garanties de base. Alors, j'ai aucune certitude, à part la garantie des loyers, charges et taxes impayées, qui est, on va dire, la colonne vertébrale du contrat. Dans les garanties de base, alors, détérioration immobilière, elle peut être dans les garanties de base, comme elle peut être proposée sous forme d'option. Alors, dans la plupart des contrats, elle est quand même dans les garanties de base, mais dans certains contrats, elle est proposée, mais sous forme d'option. Voilà. Alors, selon les contrats, même chose, on va avoir des contrats qui prévoient l'indemnisation de ces détériorations immobilières, donc la remise en état du bien qui est prévu en valeur à neuf, c'est-à-dire sans application d'aucune vétusté. Et vous imaginez bien qu'à partir du moment où on a un assureur qui s'engage sur un règlement en valeur à neuf, et je parle bien de vraie valeur à neuf, ça veut dire qu'on va avoir un contrat qui va être plus cher, que l'engagement financier de l'assureur est plus important. La plupart des contrats la plupart des garanties de détérioration immobilière proposent généralement la prise en charge avec l'application d'une vétusté contractuelle. Donc, on a des tableaux de vétusté qui sont intégrés dans les conditions générales et qui indiquent effectivement le pourcentage des vétustés. J'y reviendrai tout à l'heure. La garantie de protection juridique, alors moi, je rêverais qu'elle soit dans les garanties de base parce que ça me paraît être un élément extrêmement important de ce contrat. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. J'ai fait un zoom sur la garantie de protection juridique. Elle est encore proposée en option par certains assureurs. Elle n'est pas dans les garanties de base. Mais elle peut y être. Donc c'est pour ça que j'ai mis détérioration immobilière et protection juridique en bleu. Alors, j'ai aucune certitude pour dire, je sais que si je prends un contrat GLI, de base, j'aurai ces 3 garanties. Non. On a par contre des garanties additionnelles. Alors, on retrouve une garantie additionnelle qui n'est pas tellement connue, qui peut être intéressante. Ce sont les charges de copropriété supplémentaires imprévues. Alors, c'est généralement quand on a dans un immeuble en copropriété un ou des copropriétaires défaillants qui n'ont pas réglé leurs charges de copropriété. On peut décider en assemblée générale de voter effectivement la prise en charge de ces charges qui restent là dans les comptes, qui polluent un peu les comptes de la copropriété. On peut décider de voter en assemblée générale que l'ensemble des copropriétaires vont régler, vont solder, vont liquider, on va dire, ces charges de copropriété. Et bien évidemment, chaque copropriétaire prendra en charge en fonction de ses tantièmes, ses quotas dans la copropriété. Alors, elle est intéressante, mais attention, cette garantie, on la retrouve également dans certains contrats PNO, certains contrats propriétaires non occupants. Donc, si je la propose dans un contrat GLI, c'est bien de m'assurer quand même quelle est la nature du contrat PNO qu'a le bailleur, parce que ça peut faire un peu doublon.
Donc c'est un peu dommage. Voilà. Donc à vérifier, mais s'il ne l'a pas, elle peut être intéressante. Alors on ne vote pas tous les jours, hein, je vous rassure non plus, des charges de copropriété pour des copropriétaires défaillants, mais ça peut arriver dans certaines situations à partir du moment où le copropriétaire va reprendre ensuite, on va dire, le flux normal de ces règlements. On a également ces charges de copropriété qui aujourd'hui sont prévues dans quelques contrats multi-risques immeubles. Donc ça peut être simplement la copropriété qui a prévu dans son contrat de prendre cette garantie. Voilà. Et on a également ce qu'on appelle les charges locatives. Donc ça aussi, c'est prévu généralement et proposé sous forme d'option. Ce sont les pertes pécuniaires liées à l'absence d'un locataire et on verra dans quelles conditions cette garantie peut jouer dans ces contrats de garantie des loyers, vacances locatives, l'absence d'un locataire et on verra les conditions requises par les contrats. C'est toujours la même chose, hein. Moi, j'ai fait une moyenne de ce que je vois dans les contrats. Donc après, c'est chaque contrat, bien évidemment, ses dispositions particulières et ses conditions générales qui lui sont propres. Donc après, il faut aller vérifier contrat par contrat. Les critères comparatifs des contrats GLI, qu'est-ce qui va faire la différence d'un contrat à un autre? Bien évidemment, le niveau de garantie. Quelle est la couverture intégrale des loyers impayés, des détériorations locatives, ou plus exactement, est-ce que j'ai une couverture intégrale de mes loyers impayés, de mes détériorations locatives? On a des options qui sont également proposées, donc en fonction soit de la situation, soit des besoins qui sont exprimés par le bailleur. Alors, le remboursement des frais de justice, avec notamment cette partie assez lourde, puisqu'elle est assez conséquente, on va dire, en termes financiers, pour la procédure d'expulsion. On peut avoir également des choses un peu plus accessoires, mais qui sont intéressantes, notamment quand on a affaire à un bailleur particulier, dès lors qu'il ne passe pas par un professionnel de type administrateur de biens ou agence de gestion locative, pour avoir tous les conseils. Donc, ça va être la vérification du dossier de location, etc., etc. On a comme ça quelques éléments supplémentaires qui viennent enrichir, on va dire, la gamme du contrat. Le plafond d'indemnisation, alors ça, c'est le montant maximal qui peut être versé par l'assureur en dédommagement des loyers impayés. Donc là, on verra que d'un contrat à un autre, on a des plafonds d'indemnisation, certaines fois qui sont très tentés de dire, alors je ne les citerai pas, les ridiculement bas, on en a d'autres qui sont assez confortables. Voilà. Le plafond de loyer assurable, donc ça, il s'agit, mais j'en ai parlé tout à l'heure, hein, du loyer impayé maximal assurable par la compagnie. Donc entre 2 500 et 4 000 euros, ça c'est une moyenne. La durée des garanties, alors selon les contrats, ça peut aller de 12 mois, ce qui est très court, un an, hein, à une durée illimitée. Alors même chose, hein, vous imaginez bien qu'un assureur qui fait une durée illimitée, c'est-à-dire un engagement sur du long terme, est lié généralement à des situations qui peuvent être un peu compliquées. Et ça veut dire que derrière, l'assureur va être amené à payer sur du long terme. Donc le montant de la cotisation, et c'est normal, va être plus important. Ce n'est pas une critique de ma part, hein, c'est on va dire, le jeu de l'application des garanties. Plus j'ouvre mes garanties, plus je propose des choses qui sont, on va dire, un peu au-delà de la moyenne, bien évidemment, plus le montant de la cotisation sera élevé. Moi, j'ai indiqué une durée minimum de 3 ans, hein, et à privilégier. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des procédures administratives et judiciaires qui peuvent être particulièrement longues. 3 ans, c'est vraiment, pour moi, à ma vue, hein, la durée minimum, si on regarde un petit peu le temps que peut mettre une procédure et le temps où on peut avoir un locataire qui va continuer à rester dans les lieux et qui va continuer à ne pas payer ses loyers malgré l'engagement d'une procédure d'expulsion ou d'une procédure pour la récupération des loyers. Donc, des situations des fois un peu compliquées. La franchise, on a quelques contrats. Même chose, ils sont à la marge, mais ils existent. C'est une franchise, c'est ce que c'est, hein, c'est un montant qui est prévu dans le contrat et qui sera déduit au moment du règlement. Donc ça, c'est la somme qu'on dit que le propriétaire bailleur va conserver à sa charge en cas de litige locatif. Et on a aussi, alors à la marge également, mais on en rencontre encore des contrats qui prévoient un délai de carence. Donc c'est la période prévue en début de contrat pendant laquelle le propriétaire devra prendre à sa charge les loyers impayés. Et donc pendant cette période-là, il ne bénéficiera pas d'indemnisation de la part de son contrat. Alors, il vaut mieux le savoir avant qu'après. Il faut bien connaître le contrat pour pouvoir effectivement l'expliquer. Dans le cadre de son devoir de conseil d'information, l'assureur a un rôle extrêmement important à jouer, hein, sur ce type de contrats, qui sont un peu, on va dire, des contrats à la marge par rapport à des contrats auto, habitation, multi-risque immeuble pour un particulier. C'est vrai que le contrat GLI paraît être un contrat accessoire. Il a un intérêt certain. Donc, il faut vraiment accompagner le client, l'assuré, pour vraiment lui expliquer toutes les dispositions du contrat et qu'il soit parfaitement bien informé. De toute façon, ce n'est pas une mauvaise surprise.
le jour de la survenance de l'événement d'impayé et de la mise en œuvre des garanties de son contrat. La garantie des loyers impayés, donc je vais donner quelques informations, je rappelle, sur des choses que vous connaissez déjà certainement. La garantie des loyers impayés prend en charge, alors j'ai remis un peu par, comment dire, par, pas, voilà, sans franchise ni délai de carence, mais oui, sans franchise ni délai de carence, pour moi, c'est l'idéal. J'ai rajouté selon les contrats, puisque comme je le disais à la marge, on a encore des contrats avec des franchises et des délais de carence. Le principe, c'est de prendre en charge le paiement à compter normalement du premier terme impayé. Ça devrait être ça pour moi le principe d'une garantie de loyer impayé. Donc ça prend en charge bien évidemment les loyers, taxes et charges, inclus bien évidemment avec le loyer. Donc, ils sont prévus au contrat de bail et qui sont impayés par le locataire ou par les colocataires. Ça peut prendre en charge également, et ça c'est plutôt bien de l'avoir prévu, ce qu'on appelle les indemnités d'occupation des lieux, le cas échéant, qui sont fixées par le tribunal. C'est les périodes où le locataire se maintient dans les locaux, alors qu'il y a une procédure judiciaire pour loyer impayé et généralement une demande d'expulsion. Il reste dans les locaux et le magistrat, très souvent, va fixer une indemnité compensatoire pour le bailleur pour toute cette période, effectivement, où il n'a pas pu, alors que le locataire, on va dire en gros, est son titre, à partir du moment où il ne paye plus ses loyers, le locataire se maintient dans les locaux, ça prive le bailleur de relouer son bien, etc. Donc ça, c'est pris également en charge. Tous les frais de recouvrement des loyers, et il peut y en avoir quelques-uns, puisqu'il y a quand même pas mal de démarches à effectuer pour le recouvrement des loyers. Quand on est dans la phase contentieuse, ensuite on va avoir les honoraires d'avocats et de commissaires de justice, ex-huissier de justice, et on va avoir également la prise en charge des frais consécutifs à l'expulsion et ou, selon la situation, au recours à la force publique. Alors l'expulsion peut se passer sans le recours à la force publique et certaines fois, il va falloir utiliser la force publique. Donc dedans, on va avoir, dans le cas de cette expulsion, on va avoir des frais consécutifs, notamment aux dommages matériels pour l'accès aux biens. On va avoir notamment le changement des serrures, on peut avoir la pose de porte anti-effraction, on peut avoir le murage des accès, et sont également, et si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, quand on procède à l'expulsion de son locataire, et dès lors que ce locataire n'a pas trouvé de lieu pour se reloger, sont à la charge de son bailleur, pour son locataire sortant, donc tous les frais de déménagement et de garde-meuble de ses biens s'il n'a pas effectivement d'endroit pour les stocker, notamment comme je le disais, s'il n'a pas retrouvé d'appartement. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, et qu'on se retrouve des fois sur des factures qui sont quand même assez élevées. Et également la prise en charge, toujours dans le cadre de cette GLI, du préavis non effectué et non payé, sous déduction, le cas échéant, du dépôt de garantie, comme le dépôt de garantie peut être conservé par le bailleur, le montant du dépôt de garantie viendra bien évidemment en déduction de ce préavis non effectué et non payé. Alors, je précise bien, c'est à titre d'exemple, j'ai bien indiqué la durée de la garantie. Alors, moi, j'ai pris le cas bien, idéal, l'assureur qui garantit l'indemnisation des loyers, charges et taxes incluses, ou également des indemnités d'occupation dont je viens de parler, sans limitation de durée. Donc là, je suis sur un assureur qui me fait une garantie en illimité, à compter du premier terme impayé, et aussi longtemps que le locataire ou le colocataire défaillant est maintenu dans le bien garanti. Donc, à la limite, jusqu'à ce moment où il sort, l'assureur continue de prendre en charge les loyers impayés. Alors, plafond de garantie, j'ai quand même un plafond, j'ai 90 000 € par bien garanti. Donc, si le bailleur a plusieurs biens, malheureusement, s'il se trouve confronté à la même situation sur deux biens, il aura au maximum, par bien garanti, 90 000 €. Voilà. Très souvent, les bailleurs, ils peuvent en avoir plusieurs, mais on va raisonner bien par bien. C'est plus. Voilà un petit exemple. La garantie de détérioration immobilière, la même chose, aussi cette garantie-là, elle est importante. Pour ça, je dis, moi, j'aime bien quand elle est dans les garanties de base, parce que ça, c'est une vraie sécurité pour le bailleur. Elle couvre quoi, cette garantie de détérioration immobilière? Elle couvre la remise en état des détériorations immobilières imputables au locataire ou au colocataire. Alors, il y aura bien évidemment une expertise. La difficulté, ça va être de savoir si les détériorations immobilières sont imputables au locataire. Alors, généralement, l'expert aura en main le procès-verbal d'entrée dans les lieux, avec la situation, d'où l'intérêt d'avoir déjà un PV d'entrée dans les lieux qui soit particulièrement descriptif. Il ne faut rien oublier, tout comme quand on fait le procès-verbal de sortie des lieux, la même chose. Il faut vraiment être très précis, pièce par pièce, installation par installation. Ça permet effectivement de comparer dans quel état était le bien lors de l'entrée dans les lieux du locataire et quel est l'état à sa sortie. S'il y a des choses qui sont dégradées ou endommagées, ça ne peut qu'être que du fait des occupants, quels qu'ils soient.
Cette garantie prend également les frais d'état des lieux de sortie quand ils ont été établis par commissaire de justice, qui va être le cas notamment en cas d'expulsion, hein, puisque le locataire est expulsé, bah, on ne va pas le reconvoquer pour faire l'état des lieux de sortie, donc on va demander à un commissaire de justice de faire l'état des lieux de sortie. On a également le paiement de la perte des loyers lié à la non-relocation, donc pendant le délai nécessaire à l'exécution des travaux. Donc si effectivement il est acquis qu'il y a bien eu une détérioration immobilière, l'expert fixera également le temps nécessaire à la remise en état des locaux. Et dans la plupart des contrats, on est dans une limite de 2 mois, c'est pas mal, hein, 2 mois pour refaire la remise en état du logement. 2 mois de loyer, charges et taxes incluses. J'ai mis par exemple, il y en a qui font moins, on a beaucoup de contrats où on est sur 1 mois de loyer. 1 mois, des fois, c'est un peu court, hein, si on est sur des détériorations d'ampleur dans un logement. Alors, j'ai mis une exclusion qui est souvent compliquée. On exclut du contrat et de cette garantie de détérioration immobilière les dégradations consécutives à l'usure à l'utilisation normale. C'est-à-dire qu'à travers ce contrat, le bailleur ne peut pas attendre de son assureur qui lui prenne en charge tout ce qui relève de l'usure normale, hein, des installations ou d'une utilisation normale qui a été faite par le locataire. Mais bien évidemment, dès lors qu'on utilise des biens, notamment on utilise, je ne sais pas moi, une baignoire, on utilise des robinets, etc., ben, il y a obligatoirement une usure normale du fait d'une utilisation qui a été faite. Donc souvent, hein, les discussions, quand on est en expertise, hein, pour déterminer est-ce qu'on est sur vraiment de la détérioration immobilière imputable au locataire, ou est-ce qu'en fin de compte, c'est bien de la dégradation, mais consécutive à l'usure normale, ben, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai mis, alors, pour les autres garanties, je n'ai pas mis les exclusions, parce que les exclusions ne sont pas sujettes à discussion. Généralement, c'est celle-là, entre ce que je prends et ce que je ne prends pas à travers le contrat, où on peut avoir effectivement quelques contestations, on va dire, de la part du bailleur. Garantie et montant, même chose, hein, c'est un exemple. Alors là, j'ai pris un exemple, bien évidemment, comme j'aime bien, sans franchise et sans délai de carence qu'on retrouve, hein, dans la plupart des contrats. Mais par contre, ça sera fait sous déduction du dépôt de garantie. Le bailleur conserve le dépôt de garantie. Ça vient en déduction du montant qui pourrait lui être alloué, puisque le dépôt de garantie va servir aussi à financer ses travaux. Et là, j'ai mis un capital. Alors, c'est le capital qu'on retrouve en moyenne 10 000 € par bien garanti. En 10 000 €, aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts de remise en état, vous savez que les travaux de remise en état, tout comme les travaux de construction, ont flambé depuis la pandémie. 10 000 € par bien garanti, bon, c'est bien, mais ça peut être juste, hein, surtout quand on a un appartement qui est entièrement ravagé. Et en plus, là, j'ai pris le cas d'un contrat avec 10 000 € par bien garanti, mais après application d'un coefficient de vétusté de 6% par an, mais heureusement, l'assureur a pensé à le plafonner à 50%. Donc, ça veut dire qu'au moins, l'assuré aura au moins 50% de son indemnité. Ça sera le maximum qu'on peut imputer sur le chiffrage de ces dommages. 50% de vétusté, c'est le maximum. La garantie vacances locatives, extension facultative donc de la garantie des loyers impayés. Donc on n'a pas de base, hein, cette garantie. Il faut aller la souscrire. Elle prend en charge l'indemnisation du propriétaire bailleur au titre de l'absence de perception des loyers, charges et taxes incluses, donc résultant notamment de la non-relocation du bien garanti vacant et le contrat dit après le départ du locataire. Elle est acquise à compter de la date de cessation de la garantie des loyers impayés et sous réserve de certaines conditions. Alors, donc ça veut dire que si je suis dans le cadre de la garantie des loyers impayés, ce n'est pas cette garantie-là qui va jouer. Il faut que la garantie des loyers impayés soit terminée. J'ai peut-être remis un locataire et peut-être que je vais avoir à nouveau un cas d'expulsion ou un départ furtif du locataire. Qu'est-ce qu'on va prendre comme date pour déterminer l'indemnité? Excusez-moi, ça va être la date du constat d'état des lieux de sortie qui va être dressé par le commissaire de justice, donc il va faire courir cette garantie vacances locatives. Si on est sur une résiliation du contrat de bail, alors que la résiliation soit faite à l'initiative du propriétaire bailleur ou du locataire, et même si le terme du préavis a été respecté ou qu'il n'ait pas été respecté, peu importe, les deux situations sont généralement prévues dans les contrats, on va prendre pour le calcul de cette garantie de vacances locatives, c'est-à-dire la période pendant laquelle effectivement le bailleur n'a pas pu régler, ça partira à compter de la date de sortie des lieux. Donc on a besoin d'avoir un état des lieux contradictoire fait avec le locataire ou alors par un commissaire de justice. Cette garantie de vacances locatives,
peut également jouer en cas de décès du locataire. Et on dit en l'absence de transmission du contrat de bail à un bénéficiaire désigné par l'article 14 de la loi de 89, ça sera calculé à compter de la date du décès. Et enfin, autre situation, lorsqu'on a besoin d'exécuter des travaux, avant de pouvoir relouer son bien, ça partira, bien évidemment, alors la période de travaux n'est pas prise en compte, ça partira après la remise en état du bien et à compter, bien évidemment, de la justification de la date d'achèvement des travaux. Donc, à compter après la remise en état du bien et à compter de la justification de la date d'achèvement des travaux pour prendre en compte la période pendant laquelle la garantie de vacances locatives peut être réglée au bail. Voilà. Une garantie proposée sous forme d'option qui a son intérêt également. Moi, je trouve que ça aide aussi dans certaines situations à part se retrouver démuni pour un bailleur. Donc, c'est intéressant aussi. Les plafonds et durée de cette garantie de vacances locatives, alors même chose, à un titre d'exemple toujours, la base de l'indemnité du sinistre alors est adossée au dernier montant du loyer, charges et taxes incluses, donc c'est sur ces bases-là que l'indemnité sera calculée. On dit sans que la totalité de l'indemnisation puisse bien évidemment dépasser la limite du plafond de la garantie vacances locatives, puisque généralement, dans cette garantie, j'ai aussi un plafond de garantie qui est prévu. Alors, soit on s'est exprimé en montant maximum, donc on dit le maximum qu'on vous réglera au titre de la garantie vacances locatives et en fonction du temps, comme il aura été calculé en fonction des différentes situations, c'est équivalent à 3 mois de loyer, charges et taxes incluses. On a d'autres contrats qui nous disent, nous on réglera dans la limite de 2500 € par sinistre. Donc c'est pas énorme, 2500 € par sinistre. Et pour des loyers mensuels, par contre, très souvent, les contrats fixent un loyer mensuel qui va être différent de la garantie de loyer impayé, où là, on a un excédent pas 1200 €. Voilà, il faut que le loyer mensuel n'excède pas 1200 € pour pouvoir faire intervenir cette garantie. Et à compter de chaque sinistre, le premier mois de vacances locatives restera à la charge de l'assuré. Donc là, en plus, j'ai un contrat dans lequel l'assureur a mis, en gros, on va dire, un délai de carence d'un mois, puisque le premier mois ne sera pas pris en compte. Donc, ce sera qu'à partir du deuxième mois de vacances locatives qu'on commencera effectivement à prendre en charge. Voilà. Ce ne sont que des exemples, je redis, d'un contrat à un autre, vous allez avoir des dispositions différentes, mais c'est ça qui est intéressant. Je dis, c'est ça qui est enrichissant aussi au niveau de ces contrats, c'est qu'ils ont beaucoup évolué dans le temps. Aujourd'hui, on a des choses différentes, variées, et qui vont correspondre, on va dire, un peu à tous les budgets en fonction de ce que souhaite le bailleur et de ce qu'on peut lui proposer en contrepartie. Mon petit zoom sur la garantie de protection juridique. Comme je vous l'ai dit en introduction, cette garantie de protection juridique, on peut la trouver dans les garanties de base dans certains contrats, mais je serais tenté de dire malheureusement, elle est encore proposée certaines fois sous forme d'option. Et comme on peut avoir des personnes qui n'ont pas des bailleurs, notamment et des particuliers, et qui n'ont pas toujours la conscience de quel est l'intérêt d'avoir une garantie de protection juridique, ils ne vont pas être tentés de la souscrire. Et c'est un petit peu dommage. Cette garantie de protection juridique qui est dans le contrat GLI couvre le propriétaire bailleur lorsqu'il est confronté, dit le contrat, à un litige avec un locataire ou un colocataire pour un motif autre, bien évidemment, que les impayés, des loyers. Ça, c'est l'assureur qui règle, ensuite c'est l'assureur qui va faire éventuellement le recours auprès du locataire défaillant. Tout ce qui est détérioration immobilière, même chose, c'est l'assureur qui s'en occupe. Les vacances locatives, on a la garantie. C'est vraiment tous les litiges auxquels un locataire peut être confronté avec un bailleur, peut être confronté avec son locataire, dans le cadre notamment de l'exécution du bail de location. Un locataire qui n'exécute pas correctement son bail de location, en dehors des loyers, bien évidemment, ça peut être notamment des nuisances, une violation des obligations de voisinage, ça peut être un comportement inadapté, ça peut être des choses, des réparations que le locataire ne veut pas faire alors qu'elles sont à sa charge, réparations locatives, etc., etc. Voilà, toutes ces situations qui sont malheureusement légion, on va dire, dans les relations locataire-bailleur, et certaines fois, le bailleur n'a pas les arguments, n'a pas les éléments, etc. Donc, bien évidemment, il ne faut pas que ça fasse l'objet d'une exclusion de garantie, telles qu'elles sont stipulées au contrat. Je ne les ai pas mises. Alors, c'est vrai que dans la garantie de protection juridique, heureusement, il n'y a pas énormément non plus d'exclusion de garantie. Donc, c'est vrai que c'est la plupart des litiges qui vont être prévus. La garantie de protection juridique est acquise à l'assuré dans les conditions suivantes. Bien évidemment, les actions
qui va solliciter, son intervention, on va dire, auprès de l'assureur protection juridique doit résulter de l'application des règles du droit. Il ne faut pas non plus que ce soit une action qui soit prescrite, notamment dans le cadre d'un délai de droit commun. 5 ans, par exemple, si le locataire a occasionné à son bailleur un dommage matériel, le bailleur a 5 ans pour agir auprès de son locataire. L'origine du litige doit être postérieure à la date d'effet de la garantie de protection juridique, oui, bien sûr. Je ne vais pas pouvoir déclarer à mon assureur de protection juridique un litige qui est antérieur à la date de souscription, et le litige doit être déclaré antérieurement également à la date de résiliation. Donc là, on a obligation, bien évidemment, de déclarer avant de résilier son contrat. Si on avait l'intention de résilier et qu'on a un litige en cours, il vaut mieux en profiter tant que le contrat est en cours de validité, et également avant qu'une procédure judiciaire ne soit engagée par l'assuré. Il ne faut pas que l'assuré ait pris l'initiative d'engager une procédure judiciaire, qui se passe bien ou qui se passe mal, peu importe, et puis d'un seul coup se dit, mais au fait, j'avais un contrat de protection juridique, et si je demandais l'assistance à mon assureur de protection juridique? Ben non, ça va être un peu tard. Pour demander cette assistance, il fallait se manifester avant d'engager la procédure. Avec la protection juridique, l'assureur garantit aux propriétaires bailleurs alors la fourniture de services. Alors les services, ça va être souvent des conseils, des informations qui vont donner notamment en cas de différend, alors des fois c'est juste petit différend, qui peut dégénérer en conflit, opposant l'assuré à un locataire ou à un colocataire. Toutes les informations voilà, auxquelles il peut prétendre. La prise en charge également des frais de procédure, en vue notamment de défendre ou de représenter l'assuré dans une procédure, qu'elle soit civile, pénale ou administrative, dès lors qu'il s'agit effectivement d'un conflit qui l'oppose à son locataire. Excusez-moi. D'obtenir également réparation à l'amiable du dommage subi par l'assuré. Si dans le cadre de l'événement en question qui a été porté à la connaissance de l'assureur de protection juridique, déjà dans un premier temps, l'assureur de protection juridique lui, va faire une démarche amiable auprès du locataire pour essayer de trouver, bien évidemment, on va dire un compromis, essayer de concilier quelque chose avec le locataire. Si effectivement le locataire ne veut pas concilier, eh ben, on partira, l'assureur de protection juridique va porter l'affaire sur un terrain judiciaire, et à l'occasion de cette procédure, il va en profiter. Si le bailleur a subi un dommage, peut obtenir réparation d'un dommage que son locataire lui a occasionné, il en profitera bien évidemment également pour réclamer. Et on peut avoir également des situations dans lesquelles ce n'est pas du tout le bailleur qui est, on va dire, entre guillemets, la victime. Ça peut être le locataire qui met en cause son bailleur, qui va l'assigner devant le tribunal. Même chose, puisqu'on est sur un contrat de protection juridique, le bailleur pourra également solliciter l'assistance de la protection juridique, notamment dans le cadre peut-être d'une procédure pénale, pourquoi pas, imaginez que le bailleur soit cité à comparer devant un tribunal pénal ou simplement assigné devant un tribunal civil par son locataire. Même chose, la protection juridique assurera cette défense. Elle aide l'assuré dans un premier temps à résoudre un litige. Alors, je redis par une assistance amiable qui est offerte au souscripteur, donc on va lui donner des informations, on va lui dire comment il peut s'orienter, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Ensuite, et comme je l'ai dit, l'assureur protection juridique ensuite envisagera de rentrer dans le cadre d'une procédure amiable, et si la procédure amiable n'aboutit pas, on passe bien évidemment à une procédure judiciaire, et qui dit procédure judiciaire dit des frais, bien évidemment, de procédure, et la prise en charge se fera par l'assureur de protection juridique dans la limite des montants contractuels de prise en charge qui sont prévus dans le contrat. Même chose, quand on compare les tableaux de garantie, je vais en parler juste après, on va avoir des prises en charge qui vont être différentes d'un assureur à un autre. La déclaration du litige doit être réalisée auprès de l'assureur de protection juridique, on dit dans les 2 mois suivant le jour où le souscripteur en a eu connaissance. C'est-à-dire à partir du moment où le bailleur a connaissance d'un litige, d'un conflit, d'une situation problématique avec son locataire, il a tout intérêt à déclarer le plus rapidement possible, au plus tard dans les 2 mois qui suivent le jour où il a eu connaissance de cette situation conflictuelle. À titre d'exemple, toujours, je reprécise, on a donc cette garantie de protection juridique spécifique dans les contrats d'assurance de loyer impayé. Donc, je l'ai dit, elle garantit, excusez-moi, les litiges du propriétaire bailleur avec son locataire ou colocataire dans les plafonds. Alors, on a beaucoup de contrats dans lesquels on retrouve 15 000 € par sinistre. 15 000 €, vous me direz, ça fait déjà une belle enveloppe. Selon la nature du litige, selon le déroulement de la procédure, selon le nombre de voies de recours qu'on va devoir utiliser pour mettre un terme à un litige, 15 000 €,
ça peut être un peu limite. Mais ça n'est qu'un exemple. Il y a des contrats qui vont au-delà de 15 jours. Dans les contrats de protection juridique, on a des assureurs qui disent, moi, il n'y a pas de seuil d'intervention, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir un litige qui fasse tel montant d'intérêt financier. À partir du moment où il y a un litige, je prends, sans obligation voilà, d'un montant en particulier. On n'a pas de franchise dans ces garanties. La plupart, j'ai regardé, j'ai balayé un peu, je ne trouve pas de franchise. On a par contre la faculté de désolidarisation, je vais dire, de l'assureur par rapport à son assuré. C'est quoi cette faculté de désolidarisation? Il y a des situations dans lesquelles vous allez avoir un bailleur, donc celui qui a souscrit, en l'occurrence, cette garantie optionnelle de protection juridique, par exemple, c'est optionnel, de base, c'est de base dans ce contrat, qui se rapproche de l'assureur de protection juridique pour un litige, et quand il a exposé les tenants et les aboutissants, l'assureur de protection juridique lui dit, monsieur, vous nous demandez effectivement de faire une intervention, on veut bien faire une intervention à l'amiable, mais on n'ira pas en procédure parce que votre affaire ne tient pas, il n'y a pas d'éléments, on n'a pas le lien de causalité, il nous manque ceci, vous ne faites pas la démonstration de cela, etc., etc. Il nous manque des éléments et votre affaire, en gros, devant le tribunal, on est en train de dire que son affaire ne vaut pas grand-chose, voire rien. L'assuré a le droit de ne pas être d'accord et a le droit lui-même d'engager la procédure. Le bailleur prend l'initiative d'engager la procédure. Très souvent, quand on a cette faculté de désolidarisation qui est prévue dans les contrats d'assurance, l'assureur précise que pour le cas où la procédure que le bailleur aurait engagé, enfin que l'assuré aurait engagé à titre personnel, aboutirait à un résultat favorable, l'assureur de protection juridique s'engage à lui rembourser les frais qu'il a engagés, alors dans la limite, bien évidemment, de ce que lui, il aurait payé à travers, bien évidemment, les tarifs qu'il a dans son contrat d'assurance. Libre choix d'avocat, on ne peut pas imposer un avocat. Alors, on propose, bien évidemment, on demande généralement au bailleur, est-ce que vous avez un avocat? S'il dit non, j'en ai pas, donc on peut lui proposer effectivement des avocats. Les assureurs, vous savez, ont des réseaux de prestataires divers et variés, notamment des réseaux d'avocats, et heureusement qu'on les a. Voilà, donc libre choix de l'avocat. Et dans les prestations, petit résumé, on a toute cette partie assistance juridique téléphonique, accueil sur rendez-vous également, s'il le souhaite, quand il y a des dossiers un peu costauds. Des fois, c'est mieux d'avoir un rendez-vous en face à face. La gestion amiable, dans un premier temps, je l'ai dit, judiciaire, ensuite des litiges, et la prise en charge des frais de procédure. Et l'intérêt également de cette garantie de protection juridique, c'est que dans la plupart des contrats, on a bien la précision que l'assureur de protection juridique assure le suivi jusqu'à l'exécution définitive des décisions. Une décision favorable est rendue en faveur du bailleur. L'assureur de protection juridique va mettre tout en place pour faire exécuter cette décision et jusqu'à l'exécution définitive, l'assureur de protection juridique continue de suivre le dossier. Voilà, donc c'est vraiment une très belle garantie. Pas hésiter à en parler aux assurés et voilà. Marie-Noël, je vous remercie. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette intervention dans le temps imparti. C'est vrai que c'est compliqué, mais franchement, vous avez été assez exhaustive. Voilà, cependant, pour en savoir plus, j'invite tous ceux qui nous écoutent ce matin à venir suivre la formation que vous animez sur le sujet, dont la prochaine session aura lieu à la fois à Paris et en classe virtuelle le 19 juin prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, on va prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions qui ont été posées lors de votre exposé. Alors, c'était une question plutôt au début concernant la garantie Visal. On nous demande si en cas de sinistre, on doit prendre en charge les frais de procédure à l'égard du locataire en vue de son expulsion et du recouvrement du loyer. Entre parenthèses, Visal ou le propriétaire. Ouais, alors, garantie Visal, c'est Action Logement qui gère tout ça. Donc, c'est Action Logement qui va payer, bien évidemment, les loyers impayés, qui va payer ça au bailleur. Et c'est Action Logement, je pense, qui ensuite va faire elle-même la procédure auprès du locataire pour tenter ensuite de récupérer les loyers qu'il a payés pour son compte. Mais en gros, normalement, le bailleur, lui, il n'a pas de, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais à partir du moment où derrière une garantie, on a soit un assureur, parce qu'on est dans le cadre d'un contrat d'assurance, soit une institution comme Action Logement, dès lors que c'est pris en charge par l'assureur ou Action Logement, c'est eux ensuite qui vont mettre en œuvre et tous les frais de recouvrement, tous les frais de procédure, c'est eux qui vont les engager. Oui, effectivement. Ouais.
Que pensez-vous des contrats où c'est le locataire qui souscrit? Il y a un exemple, alors je ne sais pas si on doit citer, si on doit les citer tous, si j'en donne un, mais par exemple type Guarant Me. Donc, que pensez-vous de ces contrats où c'est le locataire qui souscrit au regard de la GLI? Oui, oui. Alors aujourd'hui, on a effectivement, j'en ai pas parlé involontairement, je me doutais que j'aurais la question. On a effectivement ce qu'on appelle la garantie de loyer impayé inversée. On appelle ça Oui. comme ça, hein. Inversé, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on incite fortement, je vais dire comme ça, le locataire à souscrire la GLI pour le compte de son bailleur. Alors, aujourd'hui, ça reste très controversé, ces contrats, hein. Moi, je dirais que juridiquement, je ne suis pas certaine que ça soit vraiment très valable. Voilà, je pense que c'est assez particulier de faire souscrire par un locataire un contrat pour le compte de son bailleur et qui ne bénéficiera qu'à son bailleur. Voilà, alors, il y en a quelques-uns. Alors, moi, de ce que je sais, pour m'être rapproché d'un assureur assez féru sur les garanties de loyer impayé d'une façon générale, moi, on m'a dit, aujourd'hui, ça n'a pas un succès fou, hein. Mmh. Voilà. Donc, est-ce que ça va rester dans le temps? Je ne suis pas certaine. Et c'est sujet quand même à discussion. On dit déjà un locataire. Alors, si je me remets à la place du locataire un moment, vous savez que le marché de la location est très tendu. Les locataires ont du mal à trouver des logements. À partir du moment où ils trouvent un logement et qui répondent, on va dire, aux exigences du bailleur, le bailleur, lui, ben, et pourquoi pas, il prend le choix ou pas, je serais tenté de dire, de souscrire une garantie des loyers impayés, mais c'est son problème. Pourquoi mettre Ouais. cette situation, ça à la charge d'un locataire? Je trouve ça extrêmement dur. Je trouve que ça crée un déséquilibre financier quelque part. Enfin, c'est ma vision des choses et je vous dis, juridiquement, ça peut être contesté, hein, ce contrat-là. Enfin voilà, bon, Ouais. il existe, hein, personne n'a dit non, mais il n'a pas un succès aussi Ouais. foudroyant qu'on pensait. Voilà, de Je ce que je sais comprends. aujourd'hui, hein. Les choses peuvent changer dans le temps, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis, une question aussi dans le cadre de copropriétaires. Oui. Imaginons un couple, par exemple. Est-ce qu'il y a 2 souscripteurs ou un seul? Et puis, de manière générale, si on met à part l'exemple du couple, les GLI couvrent-elles, les colocations? Alors oui, les GLI couvrent les colocations, situation de colocation, ça, la plupart des contrats, enfin, on retrouve, hein, location, d'ailleurs on parle souvent dans les contrats du locataire ou des colocataires, donc ça généralement c'est OK. Sur la souscription, généralement on a un souscripteur dans les contrats d'assurance, donc en garantie des loyers impayés, on va avoir un souscripteur. Par contre, on peut mettre éventuellement, pourquoi pas, deux bénéficiaires, monsieur et madame, en tant que bénéficiaires des loyers impayés, ça c'est pas interdit. Je ne sais pas si Et ça puis, allez, répond je à vais la prendre question. oui, tout à fait. Mais non, mais il y a pas de souci. Et puis, allez, je vais prendre une dernière, question, peut-être un petit peu polémique, mais c'est vrai que tout au long de votre discours, on a quand même senti que voilà, que c'était une garantie, qui pour les assureurs n'était pas forcément, très rentable. Donc finalement, quel est pour eux, l'intérêt, bah, sans doute en termes de rentabilité, de proposer, ce type de garantie, et de la commercialiser? Alors, quand on dit garantie pas vraiment rentable, je ne dirais pas ça. Je pense que comme tous les contrats, on peut avoir des périodes où le rapport sinistre à prime sera peut-être un peu plus dégradé que sur d'autres périodes, mais globalement, cette garantie, elle est quand même sur le marché depuis de très nombreuses années. Elle continue à être proposée par globalement, on va dire, les mêmes assureurs. On a même des assureurs qui ont sorti des GLI il n'y a pas longtemps, alors qu'ils n'en faisaient pas. Donc, s'ils ont Ouais. sorti Mmh. des GLI, c'est qu'il y a aussi un intérêt à le faire. Alors, sur l'aspect financier, je pense que oui. Les cotisations, moi, je trouve qu'elles sont correctes d'une façon générale par rapport à ce que l'assureur met dans son contrat. On n'est pas sur des contrats où on a fait exploser les cotisations comme on a pu le faire sur certains autres types de contrats. Moi, je trouve que les assureurs sont assez raisonnables là-dessus. Et par contre, quel est l'intérêt? Eh ben, je dirais l'intérêt, c'est que quand on est en face de soins particuliers, en tant qu'assureur, on a une obligation, c'est de l'équiper correctement. Donc, si j'ai en Oui. face de moi un assuré qui est bailleur, bah, si je veux l'équiper correctement, c'est pas que de lui parler d'un contrat PNO. Ça, c'est super de lui parler d'un contrat PNO. C'est super de lui vendre un contrat PNO. Mais il y a peut-être également le contrat garantie des loyers impayés qui peut faire partie, on va dire, de la gamme des produits dont il peut avoir besoin à un moment.
Donc voilà, dans le cadre du devoir de conseil et d'information, moi je pense que c'est un passage obligé pour les assureurs qui ont ce type de contrat dans leur produit à proposer. Moi je dis, il ne faut pas hésiter à en parler. Après, l'assuré, il choisit en son âme et conscience, hein, il le prend ou il ne le prend pas. Après, c'est des choix qui vont lui être personnels, mais au moins l'assureur aura fait le job, je veux dire, jusqu'au bout. Et ça, c'est bien. Ouais. Voilà, bah écoutez, effectivement, c'est la formation que vous animez, voilà, va permettre aux assureurs de cerner l'intérêt d'une telle garantie pour valoriser leur Tourner, hein, donc on en service. dit beaucoup plus, hein, ouais, bien sûr. Voilà. Et puis, bah, expliquer l'intérêt pour le client, comme Bien vous sûr. venez de le dire, dans le cadre notamment du devoir de conseil. Donc, voilà, je vous invite tous à nous rejoindre le 19 juin prochain. Madame Mine, je vous remercie encore infiniment pour cet exposé. Bon Merci. appétit à tous et on se revoit très rapidement pour un prochain webinaire organisé par le département de formation de l'Argus de l'assurance. Merci d'avoir suivi. Merci Madame Mine. Bonne À fin de très journée à bientôt. tout le monde. Au revoir. Au revoir.